Quand on doit parler d'intelligence artificielle, on se heurte souvent à une difficulté, c'est comment illustrer notre propos. Et on se retrouve souvent avec des images comme celle-ci ou comme celle-ci. Mais peut-être qu'il serait plus judicieux d'utiliser des images comme celle-ci, ça c'est un data center, ou comme celle-ci, ça ce sont des métaux rares qui entrent dans la composition de nos machines de Turing personnelles, nos différents ordinateurs. La chercheuse Kate Crawford fait justement son entrée en matière avec la matérialité de l'IA quand elle en parle dans son livre. Kate Crawford, c'est une chercheuse australienne qui a fait de la musique électronique, qui a travaillé chez Microsoft et qui a cofondé le AI Now Institute. Elle est aussi l'autrice donc de ce livre Atlas of AI. Le livre de Crawford est original dans la littérature sur l'éthique de l'IA parce qu'elle a choisi un angle géographique, c'est Atlas, donc un angle très terre-à-terre, si on peut dire. Elle illustre d'ailleurs son premier chapitre qui s'appelle Earth, Terre, avec une image de mine de lithium. On parle souvent d'un nuage pour décrire la computation hors sol, comme si c'était nulle part, comme si c'était évanescent, mais il y a bien évidemment des lieux avec des machines qui tournent quand on parle d'intelligence artificielle. Il y a des data centers, il y a des câbles qui relient les data centers, et puis il y a des mines dans lesquelles on extrait les métaux qui servent à fabriquer ces différents appareils. Peut-être que la question du chômage de masse due à l'automatisation ne va finalement pas se poser. Peut-être que toutes nos prédictions sur le futur de l'intelligence artificielle et des technologies en fait, sont dépendantes de la réponse que nous allons collectivement donner ou non à la crise environnementale. Puis quand je dis la crise environnementale, en fait, je devrais parler de crise au pluriel. Il y en a plusieurs. D'une part, première chose, il y a la crise climatique, qui est due au réchauffement de la planète, lequel est dû à nos émissions de gaz à effet de serre. On a déjà probablement passé le point de bascule, comme la fonte de certains glaciers, et les dégâts semblent contrôlables si on reste en dessous de 1,5 degré de réchauffement, mais on n'y arrivera probablement pas, et donc il faut se préparer à vivre dans un monde qui va être foncièrement différent de celui qu'on connaît. Donc ça, c'est la crise climatique, mais il y a aussi une crise de la biodiversité qui l'accompagne, qui est distincte. Ici, il faut savoir que des espèces, que ce soit animales ou végétales, disparaissent en masse. On estime que le taux d'extinction actuel est de 100 à 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle des espèces. Une espèce de mammifère sur 4 serait actuellement en danger. Et si on regarde du côté du nombre d'animaux, du côté de la faune sauvage, l'organisme WWF estime qu'entre 1970 et 2016, 68% des populations sauvages ont disparu. Donc, prenez une forêt avec 100 animaux en 1970, il y en a 68 qui ont disparu, il n'en reste que 32. Et là, évidemment, on parle bien des animaux sauvages, les animaux d'élevage qui, eux, sont élevés pour leur viande. Eux, leur nombre a continué à augmenter. C'est 70 milliards qui sont envoyés chaque année dans les abattoirs. Alors, cette perte de biodiversité s'explique de plusieurs manières, en particulier par l'expansion des humains dans les territoires comme la forêt amazonienne. Et ça vaut aussi pour les océans avec la pollution et la surpêche. En passant, je vous recommande fortement le documentaire Seaspiracy qui est disponible sur Netflix si vous voulez en savoir plus. Troisième crise dont on parle moins mais qui est quand même importante aussi, c'est la question du pic pétrolier. Il faut savoir qu'on va arriver à un épuisement des ressources de pétrole et on n'a pas pour le moment d'énergie de remplacement. Si on est si riche, nous les pays riches, c'est en fait parce qu'on a eu un accès très facile à une énorme réserve d'énergie qu'est le pétrole, mais cette réserve est non renouvelable. Donc on va en manquer. On va manquer d'énergie. Devant toutes ces crises, certains, comme le philosophe australien Clive Hamilton, sont pessimistes. Il dit ceci: « Nous ne pouvons plus empêcher un réchauffement climatique qui provoquera au cours du XXIe siècle une transformation radicale du monde, le rendant bien plus hostile et bien moins favorable
au développement de la vie. D'autres ne sont pas pessimistes, ils sont très pessimistes et ils ont inventé une discipline, la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement de la société industrielle. Bref, on a un problème et puis on a un gros problème avec toutes ces différentes crises environnementales et si on va être franc, c'est pas du tout sûr que l'intelligence artificielle puisse y changer grand-chose. En fait, c'est d'abord nous, humains, qui devrions essayer de changer. Lorsque j'ai écrit mon livre « Voir son steak comme un animal mort », je me suis intéressé aux raisons psychologiques qui font que on n'arrive pas à réagir comme on le devrait à ces différentes crises. Donc, aux raisons psychologiques de ce qu'on peut appeler notre inertie environnementale. Alors, parmi ces raisons, d'une part, il y a le climat qui se réchauffe ne donne pas un sentiment de danger direct. C'est quelque chose de très diffus. Ça se voit pas. Alors là, ça commence à se voir avec des ouragans et des catastrophes naturelles, mais ça reste que c'est pas un danger qu'on perçoit aussi bien que un animal qui nous attaque ou quelque chose comme ça. Autre explication, c'est que la causalité est collective et indirecte. C'est difficile d'identifier les responsables précis du réchauffement climatique. C'est un peu tout le monde. Il y a aussi tout simplement le fait que nous humains, on a ce qu'on appelle un biais de l'optimisme. Donc on a tendance à voir l'avenir en rose, alors que l'avenir il va être aussi gris que le présent, mais notre cerveau nous fait être optimistes. Autre facteur d'explication à cette inertie environnementale, c'est que nos systèmes politiques, avec des élections, ils fonctionnent à court terme. Les politiciens, les politiciennes, ils ont besoin de se faire réélire au prochain mandat, et ça accentue les prises de décision qui minimisent le long terme. Et le réchauffement climatique, la crise climatique est un bel exemple de cette difficulté. Puis enfin, faut pas oublier que il y a des lobbies qui ont intérêt à continuer à vendre des ressources non renouvelables qui vendent. Donc le poids des lobbies a pas aidé à ce qu'on prenne conscience de ces ravages des changements climatiques. Alors maintenant, qu'en est-il de l'impact environnemental de l'IA ? Les techniques d'apprentissage profond peuvent être très gourmandes en énergie. Kate Crawford note ceci: dans le domaine de l'IA, il est courant de multiplier les cycles computationnels pour améliorer les performances, conformément à la croyance selon laquelle plus c'est gros, mieux c'est. En fait, les développeurs trouvent constamment des moyens d'utiliser davantage de puces en les mettant en parallèle et de construire ainsi toujours plus de plus gros data centers. C'est tout à fait dans la logique économique dont on parlait précédemment. Le fait de ne penser qu'en termes de coûts économiques, écrit Crawford, masque le coût local et environnemental plus élevé des cycles de calcul pour réaliser des gains d'efficacité. La tendance au maximalisme computationnel, donc le fait d'avoir besoin de toujours plus de calculs, donc la tendance au maximalisme computationnel a de profondes répercussions écologiques. Les centres de données comptent parmi les plus gros consommateurs d'électricité du monde. Alors, quelle est leur part de gaz à effet de serre ? En fait, entraîner un gros algorithme, comme un modèle de langue, peut demander des calculs qui émettront plus de gaz à effet de serre que 4 voitures sur tout leur cycle de vie ou 300 voyages en avion New York-San Francisco. Bref, c'est loin d'être négligeable, la quantité de GES pour entraîner ce type d'algorithme. Alors évidemment, ça dépend. Pour avoir un bilan environnemental précis, ça dépend du type d'énergie utilisée, par exemple, pour faire tourner les data centers, que ce soit du charbon, de l'hydroélectricité ou du pétrole, le bilan en termes de gaz à effet de serre n'est pas le même. Plus largement, on peut essayer de calculer la part du numérique. Donc là, numérique, c'est plus large que simplement l'IA. Ça va inclure des choses comme les vidéos en ligne, YouTube et Netflix. Dans un article du Monde de 2020, on peut lire que le numérique serait à l'origine de 3,7% des émissions totales de gaz à effet de serre
dans le monde en 2018. Et il faut savoir que 44% de cette empreinte serait due à la fabrication des terminaux, des centres informatiques et des réseaux, et 56% à leur utilisation. Pour se donner un point de comparaison, le transport aérien, c'est autour de 2% des gaz à effet de serre. Alors, ça c'était avant la pandémie, ça a peut-être un peu changé. La viande, ça a pas, je pense pas beaucoup changé, c'est autour de 15%. La consommation de data centers, comme celle des voyages en avion et comme la consommation de viande, hélas, continue à augmenter. On estime que ça augmente pour les data centers de 8%, pour le numérique en général, de 8% par an. Alors, un nouveau concept a vu le jour, celui de pollution numérique. Et pour en parler, je vais mettre la casquette sans raison, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas mettre la casquette sans raison. Selon Greenpeace, la pollution numérique, ça désigne toutes les formes de pollution engendrées par les nouvelles technologies. Donc les gaz à effet de serre dont on vient de parler, la pollution chimique quand les composés se retrouvent dans la nature, l'érosion de la biodiversité qui peut en résulter, la production de déchets électroniques. Et le gros de cette pollution, rappelle Greenpeace, a lieu au moment de la fabrication du matériel, et pas simplement lorsqu'on les utilise. Donc là, on ne peut pas ne pas évoquer le concept d'obsolescence programmée. Ce qu'on entend par là, c'est l'ensemble des techniques industrielles et commerciales qui sont destinées à réduire la durée de vie d'un appareil. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait réduire la durée de vie d'un appareil? Parce qu'on veut que les gens le remplacent et on veut leur vendre un nouvel appareil. Dans le documentaire qui s'appelle Prêt à jeter, qui est dans le matériel du cours, on voit plusieurs exemples vraiment intéressants. Il faut savoir qu'aux États-Unis, notamment, il y a eu un cartel. C'était un cartel qui était aux États-Unis, mais qui regroupait des entreprises de partout. Un cartel pour limiter la durée de vie des ampoules électriques à 1000 heures, alors qu'avant, elles faisaient plus de 1000 heures, mais là, les entreprises d'ampoules se sont entendues pour limiter à 1 heure, voilà, pour que les gens remplacent les ampoules et vendent plus d'ampoules. Imaginez une ampoule qui ne grillerait jamais, c'est pas bon pour les marchands d'ampoules. On voit aussi dans le documentaire comment les imprimantes sont programmées, en tout cas quand le film a été tourné autour de 2010, pour tomber en panne après un certain nombre d'impressions. Il y a aussi un exemple qui met en cause Apple. Donc aujourd'hui, on sait que le taux de renouvellement des téléphones intelligents est extrêmement rapide, de l'ordre, je pense, de 18 mois selon certaines études. Et ça, évidemment, ça entre dans une forme d'obsolescence programmée. En tout cas, on incite les gens à renouveler leurs appareils le plus souvent possible et ça génère de la pollution numérique. Alors, quelles sont les recommandations de Greenpeace pour lutter contre la pollution numérique? Au moins deux, allonger la durée de vie de nos équipements informatiques. Et pour les vidéos, quand on regarde une vidéo, limiter les vidéos en très haute définition qui consomment plus d'énergie. On vient de voir l'impact de l'intelligence artificielle et du numérique sur l'environnement. Est-ce que ça veut dire que, d'un point de vue environnemental, on ferait mieux de tout arrêter? Alors, peut-être, mais il est aussi possible que l'intelligence artificielle compense ses effets négatifs par des effets positifs. Ici, l'idée générale, ça serait de dire que l'IA permet de mieux coordonner les choses, permet de rendre les processus plus efficaces, d'être plus dans la précision et donc, au final, de moins gaspiller de ressources. Quelques exemples en agriculture, on parle d'agriculture de précision. Et l'idée, c'est de donner par exemple, la quantité d'eau juste nécessaire ou la quantité d'engrais juste requise, donc pour éviter des gaspillages d'eau ou d'engrais. On peut aussi avoir des modèles informatiques pour détecter des fuites d'eau dans un réseau de canalisation. La part de l'eau qui disparaît sous terre dans les canalisations trouées est assez impressionnante en réalité. Et on peut arriver à corriger ça avec des modèles qui devinent là où il y a des fuites. L'intelligence artificielle peut aussi aider à recueillir des informations pertinentes pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple en lisant des images satellites pour repérer les dégâts causés par la crise climatique.
ou en surveillant une forêt pour prévenir les incendies, une surveillance automatique. Enfin, l'intelligence artificielle permet, comme je le disais, d'optimiser des processus. Alors ça peut être la distribution d'énergie avec ce qu'on appelle les smart grids, une façon de perdre le moins possible d'énergie produite. On peut aussi avoir de l'optimisation du côté de la compression et du calcul. Donc là, c'est un peu comme si l'IA est capable de diminuer elle-même sa propre empreinte carbone. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie aux vidéos de Science for All et du Réveilleur que j'ai mis dans le matériel complémentaire du cours. Enfin, une dernière manière pour l'IA de éventuellement venir en aide à l'environnement, c'est en aidant à mobiliser les gens contre la crise climatique, quelque chose que j'évoque dans mon billet de blog sur le paternalisme algorithmique. Ici, l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour combattre l'inertie climatique que j'évoquais tantôt. Le projet développé à Mila, dont je parle dans l'article de blog, vient d'ailleurs juste d'être lancé et vous pouvez le voir à ceclimatnexiste-pas.com. Ceci étant dit, ce type d'initiative, alors peut-être pas celle de Mila, mais des initiatives où on cherche à manipuler les pensées des gens, pose des problèmes justement parce que la manipulation ou le paternalisme, ça ne va pas toujours de soi. En fait, la question c'est, est-il moralement acceptable d'utiliser l'intelligence artificielle pour persuader les gens de l'urgence climatique? Et c'est un problème éthique, un vrai problème éthique intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une tension entre deux valeurs. Donc on a un objectif louable, réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on a un moyen plus douteux, manipuler les gens. Et cette tension, en fait, revient à une tension entre deux valeurs. On pourrait dire le bien-être des gens d'un côté, en particulier le bien-être des générations futures qui pourraient vivre dans un monde vraiment moins agréable et vivable que le monde actuel. Mais ça entre en tension avec l'autonomie des gens, puisque quand on manipule, on s'oppose à l'autonomie. Alors c'est là que embarque la question du paternalisme. Le paternalisme, c'est le fait de limiter l'autonomie de quelqu'un, mais pour son bien. C'est une attitude assez standard qu'on peut avoir avec les enfants. Quand on dit « finis tes devoirs, si tu veux jouer à la console », on limite l'autonomie de la personne qui voulait jouer à la console, mais c'est pour son bien, parce qu'on suppose que le fait de faire ses devoirs est ultimement ce qui va améliorer son bien-être. Je vous renvoie ici donc à la discussion dans mon billet de blog, et notamment à la distinction entre deux types de paternalisme selon John Stuart Mill. Mon argument en faveur du paternalisme algorithmique, c'est que la manipulation gentille, la manipulation pro-environnement, en fait, ne pèse presque rien quand on regarde comment on est plongé dans des manipulations publicitaires constantes qui, elles, vont pas dans le sens de l'environnement, qui vont dans le sens de nous faire consommer toujours davantage. Et en fait, si on accepte les manipulations publicitaires qui nuisent à l'environnement, pourquoi ne pas accepter les manipulations vertueuses qui seraient, elles, pro-environnement? Alors, pour conclure, sans vraiment conclure cette capsule sur l'intelligence artificielle et l'environnement, je voudrais revenir à Kate Crawford. Dans son livre, elle compare l'intelligence artificielle à une méga-machine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méga-machine? C'est un concept qui vient de l'auteur américain Lewis Mumford. Et en fait, une méga-machine, c'est une machine, mais avec tout ce qui est nécessaire pour la faire fonctionner. Autrement dit, la méga-machine, c'est la structure sociale et bureaucratique qui vient avec les machines. Un exemple, celui des pharaons qui font construire des pyramides. Alors évidemment, il y avait des outils et des machines adéquates qui servaient à construire les pyramides, mais il y avait aussi toute une organisation, toute une bureaucratie qui servait à coordonner le travail des ouvriers et des esclaves. Un exemple plus récent de Mumford, de méga-machine, c'est le projet Manhattan, le projet de l'armée américaine qui aboutit pendant la Seconde Guerre mondiale à la bombe atomique. Pour que ça marche, c'est pas simplement une machine, c'est
une méga-machine. L'intelligence artificielle est un autre type de méga-machine, un ensemble d'approches technologiques qui dépendent d'infrastructures industrielles, de chaînes d'approvisionnement et de main-d'œuvre humaine qui s'étendent dans le monde entier, mais qui restent opaques. Voir l'intelligence artificielle dans sa réalité de méga-machine, au-delà des algorithmes et des ordinateurs, est certainement indispensable pour apprécier son impact sur l'environnement. Alors, on se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, vous savez ce que vous avez à faire.